Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Andrew Gosden is an intelligent 14-year-old and he disappeared 2 weeks ago. Every day his mother is out searching for him, putting up posters and hoping for sightings. Could you have seen this boy in this area? Do you come here regularly? In the crowds around South Kensington, a mother is looking for her son. She's been searching for 10 days. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le 14 septembre 2007, Andrew Gosden, un adolescent anglais de 14 ans, quitte son domicile à Doncaster et se rend sans prévenir personne à Londres en retirant 200 livres sterling. Andrew quitte la ville de ses parents en train, mais n'achète qu'un billet aller simple, même si on lui propose un aller-retour. Le jeune ado est aperçu sur des caméras de surveillance, mais malgré des appels à témoins ainsi que plusieurs arrestations bien ciblées, il demeure introuvable. Mais où se trouve Andrew? Suivez-nous au cœur de ce mystère qui, après 17 ans, tourmente encore le Royaume-Uni. Sébastien, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile? Ça va très bien. Écoute, c'est notre dernier épisode bonus de l'été. Oui. Épisode complet. On risque d'avoir peut-être des mini ou encore des analyses de documentaires, des choses comme ça. Mais l'air de rien, notre saison 11 commence déjà bientôt. Oui, exact. Donc, on va revenir probablement mi-septembre environ. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc, attachez-vous bien, la saison 11 s'en vient. Oui. Puis, on avait aussi envie de peut-être vous faire un spin-off la prochaine saison. Dites-nous ce que vous en pensez, mais on pensait sortir peut-être un genre de 6 épisodes, mais avec une direction éditoriale précise. C'est-à-dire pas de... généralement, chaque épisode est différent, à chaque semaine, tout ça. Mais là, on essaierait d'englober un seul thème pour 6 épisodes. Ça sera pas pour tout de suite, mais peut-être plus tard dans la saison. Donc, à nous de vous dire ce que vous pensez de cette idée-là, mais ça fait longtemps que ça nous chicote là, de faire un spin-off. Ceci dit, ce soir, on parle d'un cas qui est un peu un cas d'anthologie dans le monde des podcasts d'enquête ou de true crime. On ne sait pas encore s'il y a un crime de lié à cette histoire-là. Mon instinct me dit que oui, mais bon, il y a des choses qui restent toujours en suspens. C'est une histoire qui encore, il y a quelques années, avait des développements. Donc, pour ceux qui en ont parlé il y a 10 ans, pour les podcasteurs, par exemple, ou les YouTubers qui ont parlé de cette histoire-là il y a 10 ans, comme bien des gens l'ont fait, parce que ça date de 2007, sachez que pour vous, on a des updates. Donc, il y a eu des développements depuis ce temps-là, même dans les années 2020. Et qui sait, moi, c'est le genre de cas que j'ai l'impression qu'on pourrait voir résolu avec les technologies numériques. Est-ce qu'on va retrouver Andrew sain et sauf? Bonne question, parce que déjà, quand il a disparu, c'était un ado. Il était déjà quand même âgé, si je peux me permettre. Là. Donc, il y a un peu, à ce moment-ci, 17 ans plus tard, même 18 ans plus tard, est-ce qu'un Andrew... maintenant adulte, serait toujours en captivité quelque part? Bonne question. Oui, exact. Il y a plein de questions sans réponse dans cette histoire-là, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir pour qu'au moins on connaisse la vérité un jour grâce aux technologies, grâce au savoir collectif puis au partage d'informations. Oui, effectivement. Yes. Donc, c'est un peu un sujet dont on connaît l'existence depuis très longtemps. Moi et Seb, on en parle même depuis longtemps. On savait pas trop où le placer non plus dans une saison. Donc, on s'est dit, c'est un épisode parfait hors saison pour l'été. Ça sort un petit peu des épisodes qu'on traite habituellement. Donc, ça risque d'être très intéressant, cette histoire. Qu'est-ce qu'on boit, Seb, là, pour attaquer ça? On boit la IPA du nord-est de Boréal, qui font plein de variantes. Et là, c'est la Nectaron ou la Nectaron, qui est une influence de la Nouvelle-Zélande, un nouvel houblon néo-zélandais aux arômes de pêche, d'ananas et de pamplemousse. Elle est excellente.
6% et BU de 75. Donc, elle est parfaite pour l'été, je trouve. Et cette bière, elle nous a été offerte par Dimitri Grimaud, qui nous a fait un don via la tournée de bière sur notre site internet distorsionpodcast.com. Merci à toi, Dimitri. Sachez que Boréal ne commandite en rien cet épisode-là, pas du tout. C'est vous qui commanditez les bières qu'on boit, cher Distordu, grâce à la tournée de bière que vous nous offrez toujours, encore 8 ans plus tard, oui, c'est vrai. Sur notre site web. On apprécie beaucoup, c'est ce qui nous permet de remplir le fridge. Donc, merci à toi, Dimitri. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Vinny Gott. Il nous dit « Addictif. Merci les gars pour accompagner mes journées au bureau et alimenter ma paranoïa sur la sécurité en ligne. Merci pour le deal NordVPN. » Ça fait plaisir. Ben oui, il doit encore avoir un deal distorsion qui existe. Oui, ça fonctionne. Si vous voulez les chercher sur notre site web, dans les épisodes où il y avait la commandite, il y a toujours le lien, ou même dans les descriptions des épisodes qu'il y a eu la commandite de NordVPN, vous avez le lien avec le rabais qu'on vous propose. Puis c'est toujours valide. Je l'ai même revérifié dernièrement et ça fonctionne. Ben oui, nous, on l'utilise constamment, le NordVPN. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même, vous en avez besoin, c'est pas un épisode commandité du tout. Non, même pas en plus. Ouais, c'est ça. C'est parce que ici, notre Vinigotte nous en parlait dans son commentaire. Mais sachez que si quelqu'un autour de vous a besoin d'un VPN, il y a un bon deal avec Distorsion. Et n'oubliez pas non plus que si vous voulez tous nos épisodes sans pub en avance, vous pouvez vous abonner au forfait Distordu sur Patreon et si vous voulez tout le contenu bonus, les after-shows, parce que encore une fois, il y a des after-shows à chaque épisode. Il y en a un après cet épisode-là. On va parler en after-show de la disparition de Morgane, la jeune Morgane, une disparition après une rencontre sur Snapchat, donc un cas survenu en Bretagne il n'y a pas si longtemps, en 2024, donc c'est très intéressant de faire un suivi sur cette histoire-là. Et la petite Morgane a été retrouvée. Donc, il y a de l'espoir, vous verrez. Donc, ça, c'est disponible en after show. C'est disponible aux membres, oui, monsieur, sur Patreon. Vous avez accès à tous les after shows, tous les spectacles, les cabarets des curiosités, des concours. À chaque fois qu'on fait une prestation, on fait tirer des billets, on fait tirer de la merch, tous les bonus, les épisodes secrets. Donc, énormément de contenu bonus sur Patreon actuellement. Et sachez que même si vous êtes membre Patreon gratuit, parce que vous pouvez nous suivre gratuitement, ben souvent, on sort des petits trucs, là. Si t'es membre gratuit Patreon, tu risques d'avoir quand même les épisodes un peu plus en avance que sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc, ça vaut la peine. Des fois, on en laisse glisser un aussi. Ah, celui-là, on le met disponible aux membres gratuits aussi. Donc, il y a toujours une valeur à être membre Patreon, même gratuitement. Oui, restez à l'affût. Je pense qu'on en a assez dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode troublante d'Andrew Gosden? Oui. Allons-y. Yeah. On est en 2007 à Doncaster, qui est une ville du South Yorkshire en Angleterre. La famille Gosden, composée de Kevin, le père, Glenys, la mère, Charlotte, la fille aînée, ainsi que Andrew, le cadet, a une vie plutôt simple et paisible dans un petit quartier tranquille. La famille Gosden réside dans le quartier Balby, une petite banlieue de Doncaster de seulement environ 15 000 habitants qui est située au nord de l'Angleterre. Il s'agit d'un ancien quartier ouvrier devenu résidentiel où presque tout le monde se connaît. Le centre-ville de Doncaster n'est toutefois pas très loin, à seulement 10 minutes en voiture. Kevin et Glenys sont très impliqués dans leur église anglicane, une branche du christianisme de l'Angleterre. Ils sont extrêmement dévoués, mais ils n'ont jamais baptisé Charlotte et Andrew, préférant plutôt leur laisser une liberté religieuse. Kevin a souvent dit qu'il voulait que ses enfants puissent faire leur propre choix quand il était question de la religion et qu'il ne voulait pas leur imposer ses propres croyances. Mais malgré ça, Charlotte et Andrew suivent quand même souvent leurs parents à l'église le dimanche, surtout à l'enfance, je dirais. Ouais, c'est normal. Les parents sont aussi tous les deux des orthophonistes passionnés. Leur salaire permet à la famille de vivre une vie assez confortable, bien que modeste. Ils peuvent faire quelques voyages ici et là, dont un en Égypte et un autre en Tunisie, réalisés récemment. Leur vie est plutôt calme et en apparence, tout semble très normal avec les Gosden. Andrew, le plus jeune, est un garçon toutefois un peu différent des autres à l'école. Il est perçu un peu comme un petit génie et se démarque beaucoup sur le plan académique.
À seulement 14 ans, sa famille et ses professeurs anticipent déjà qu'il ira un jour à la prestigieuse université de Cambridge en raison de ses performances scolaires, qui est une université anglaise très reconnue. Oui, exact. Il a des bulletins parfaits, surtout en mathématiques. Et écoute ça, Seb, il n'a jamais manqué un seul jour d'école. C'est fou, hein? Même pour cause de maladie. Mon Dieu! On pourrait pas en dire autant de mon dossier à moi. Mais l'école ne le motive pas beaucoup. Il s'ennuie un peu, puisqu'il est beaucoup trop avancé pour son âge et il n'a pas assez de défis scolaires. Son ennui ne se manifeste toutefois pas en rébellion, au contraire. Il continue d'aller à l'école tous les jours et à performer dans chaque cours sans trop d'efforts et sans se plaindre. Sur le plan social, Andrew est un garçon très timide, mais il a quand même quelques amis. Il ne les voit toutefois pas à l'extérieur de l'école et préfère de loin se connecter à sa console Xbox pour gamer, faire des casse-têtes avec son père, lire des livres, regarder la télé avec sa mère ou jouer avec une petite table de billard dans sa chambre. Et selon son père, sa grande sœur Charlotte, qui a 16 ans, est probablement sa meilleure amie à l'extérieur de l'école. Les deux sont des ados brillants et ils aiment la même musique. Parlant de musique, Andrew est un grand fan de musique rock puis de musique métal. Il aime plein de groupes et même s'il porte un uniforme à l'école, ses t-shirts pour la maison sont presque tous des t-shirts de band. Comme Slipknot par exemple, Funeral for a Friend, Cradle of Filth, Muse, etc. Des groupes que sa grande sœur aime aussi, alors ils s'entendent vraiment bien sur ce point-là. Il prévoyait aussi un jour se teindre les cheveux noirs, un peu là, pour avoir un look un petit peu plus métalleux, oui. Puisque malgré ses 14 ans, il a quand même l'air pas mal plus jeune. Il a l'air d'avoir plutôt 12 ans, je dirais. Là. S'il subissait de l'intimidation à l'école, Kevin croit qu'Andrew en aurait au moins parlé à sa sœur. Donc, c'est pas clair s'il subissait. Même si c'était indirectement. Mais selon Charlotte, le bullying n'était pas vraiment un enjeu pour lui, de ce qu'on sait. Mais même à ça, il ne semble pas cacher les choses de ses parents non plus. Il a déjà confié à son père avoir un petit crush là, sur une camarade de classe. Mais il a dit qu'il ne savait pas trop comment lui parler. C'est normal à cet âge-là. Ah ben oui. C'est quand même signe qu'il était à l'aise avec ses parents. Puis aussi, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais manqué aucune journée d'école est quand même un signe de quelqu'un qui aime l'école. Qui est probablement pas intimidé à l'école. Oui, t'as raison, Parce que même pour des causes de maladie, je veux dire, ma fille a 5 ans, puis elle s'invente des maladies, des fois pour pas aller à l'école. La mienne aussi. Quand elle est fatiguée un petit peu. Donc, je pense que Andrew, qui a un taux d'absentéisme de 0%, devait quand même aimer ça. Là, oui, t'as raison. Andrew est assez réservé, mais selon sa mère, quand il maîtrise un sujet, il parle un peu plus vite et avec confiance. Et selon son père, malgré son côté timide, Andrew est un garçon assez déterminé qui sait qu'il aimerait travailler à Londres un jour. Londres, c'est comme la grande ville. Là, oui, c'est ça. Kevin dit aussi que son fils était un garçon avec des émotions qui lui semblaient stables. Il n'était pas du genre à se fâcher ou à s'emballer trop facilement. Il est très mature et s'entend mieux avec les adultes qu'avec les jeunes de son âge. Mais il a quand même trouvé quelques amis un peu comme lui à l'école, d'autres étudiants performants, un peu timides, pas trop du genre à faire le party. Et en 2007, bien que ce soit surprenant avec nos habitudes d'aujourd'hui, eh bien Andrew n'est pas connecté au web. Certes, MySpace a déjà eu son heure de gloire à cette époque, et Facebook est dans ses débuts, mais ce n'est pas nécessairement une priorité pour tous les jeunes, et ceux-ci n'ont pas encore de téléphone intelligent. Rappel, le tout premier iPhone sortait en 2007, alors on n'avait pas nécessairement Internet dans nos poches à ce moment-là. Je crois qu'il y avait le iPod Touch aussi, là, qui avait c'est vrai, il y avait des capacités Internet. Là. Oui, tu as raison, c'est vrai. Néanmoins, il y a quand même quelques ados qui ont des téléphones cellulaires comme les Nokia ou Motorola. Les parents d'Andrew vont lui acheter des téléphones à 2 reprises, mais étrangement, il va les perdre tous les 2. Il n'est tellement pas intéressé par cette technologie qu'il ne s'en soucie pas vraiment et ne fait pas super attention à ses appareils. Lorsque Kevin a offert à Andrew de remplacer son dernier téléphone perdu, il va demander plutôt une console Xbox, probablement la 360 à cette époque, pour jouer à des jeux de sport. Il y en avait tellement des jeux sur la 360. Là, ah ben oui, quand je l'ai eu, cette console, c'était fou. Là. En 2006,
Andrew a fait partie d'un programme d'été pour les jeunes Gifted and Talented, donc doués et talentueux, à l'Université de Lancaster, donc pour des étudiants particulièrement brillants. Ce programme de 2 semaines serait réservé qu'au top 5% des étudiants entre 11 et 16 ans en Angleterre. Lancaster est situé à environ 2 heures de route en voiture ou environ 6 heures de transport en commun. Selon ses parents, Andrew était comme un garçon différent quand il est revenu de Lancaster. Il était plus allumé, plus loquace et moins timide. C'est comme s'il avait eu un aperçu de sa vie après le secondaire et que ça l'avait motivé pour le futur. Mais l'été suivant a été un peu différent. Kevin, son père, a proposé à Andrew de planifier quelque chose d'amusant pour lui, comme passer l'été à Londres avec sa grand-mère. Mais Andrew a refusé. Selon lui, il préférait rester à la maison et faire ses affaires. Kevin a trouvé ça dommage pour son fils, mais savait aussi que celui-ci préférait sa propre compagnie et qu'il n'avait pas nécessairement l'air de s'ennuyer. Ben oui, il y a plusieurs enfants comme ça qui sont très à l'aise en solo puis qui n'ont pas besoin nécessairement d'être divertis là, à la journée longue. Exact. Moi, j'étais un peu comme ça. J'avais des amis, aussi. Mais j'aimais beaucoup jouer avec mes Legos, mon ordinateur, puis mes livres, puis tout ça. Là. Exact. Et Andrew était à l'aise à Londres aussi. Il connaît très bien la ville puisque sa grand-mère est là, mais aussi plusieurs tantes, oncles et amis de la famille. Il se débrouille même bien avec le système de transport en commun, adorant aller visiter les musées et les galeries avec sa famille. Et puisque Andrew était si à l'aise à Londres, eh bien son père ne s'inquiétait pas trop à l'idée de lui proposer de s'y rendre seul en train pour rejoindre sa grand-mère. Mais ça ne lui tentait pas. Kevin avait observé un certain changement chez son fils dans les derniers mois, mais n'en avait pas trop fait un plat, puisque celui-ci était après tout en pleine adolescence. Andrew avait récemment décidé de ne plus participer aux scouts, mais il avait exprimé à sa famille que ce qu'il aimait des scouts, c'était le camping. Il n'aimait pas devoir aller aux réunions durant la semaine. Il voyait plus ça comme une obligation pour pouvoir éventuellement aller au camping. Il avait aussi récemment arrêté de suivre ses parents à l'église le dimanche depuis plusieurs mois. Mais son père avait pensé que peut-être qu'il faisait juste suivre sa sœur, qui elle aussi avait récemment arrêté. Il s'est peut-être dit, si Charlotte n'y va plus, moi aussi je peux faire ça. Et puisque les parents voulaient que leur enfant prenne leur propre décision côté religion, ils ne l'ont pas agacé avec ça. Moi, du côté des scouts, là, je pense que j'ai eu 1 ou 2 réunions de scouts, puis je voulais plus y aller. Ah, pour vrai? Ah oui? Même chose, tu sais, j'aimais ça faire des activités, je pense, dans la nature et tout ça, oui, mais les réunions hebdo avec mettre l'uniforme, tout ça, là, on dirait que c'était trop pour moi, là, c'était comme trop de trucs à côté pour focusser sur la vraie chose. Là. Ben oui, je savais pas que t'avais eu une brève apparition dans les scouts. Très court, j'avais presque oublié, mais en t'écoutant lire, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah, c'est drôle, non, j'ai jamais eu l'occasion. On dirait que je fantasmais un peu là-dessus, mais on dirait que ma mère m'a jamais inscrit, fait que j'ai jamais demandé non plus tant que ça. Là. Le 11 septembre 2007, Andrew a toutefois fait quelque chose d'assez surprenant pour ses parents. Au lieu de prendre l'autobus scolaire après l'école, il a décidé de marcher jusqu'à la maison. Une marche d'environ 6 km quand même, qui peut prendre environ 1h30. Quand ses parents lui ont demandé pourquoi il avait marché ce jour-là, il a dit qu'il faisait beau et qu'il voulait juste en profiter. Mais c'était quand même étonnant, puisque Andrew était un garçon qui aimait suivre sa routine. Certaines sources disent que Andrew a décidé de marcher 2 fois après l'école cette semaine-là. Mais dans une entrevue, Kevin dit que c'était arrivé une seule fois. J'avoue que c'est curieux un peu, mais ça se peut qu'il n'y ait pas non plus de raison cachée à ça. Là. Ça se peut que ce soit qu'il a marché candidement. Là, pour vrai, là, oui, c'est ça. Ça peut être la vraie raison. Là. 2 jours plus tard, le soir du 13 septembre s'est déroulé de façon assez typique pour la famille Gosden. Après les cours, Andrew laissait toujours son blouson d'école et sa cravate sur la chaise dans sa chambre, parce qu'il y avait un uniforme à l'école, et mettait le reste de son uniforme dans la laveuse. Il s'enfermait ensuite dans sa chambre jusqu'au souper que la famille mangeait à table ensemble. Ce soir-là, Andrew a passé 1 heure à faire un casse-tête avec son père après avoir terminé la vaisselle, puis a écouté des émissions humoristiques de télé avec sa mère. On est loin d'avoir l'impression que c'est une famille qui est à la veille de vivre un vrai drame. Le matin du 14 septembre 2007 maintenant,
Andrew s'est réveillé un peu plus irritable que d'habitude et légèrement en retard, ce qui était plutôt rare pour lui selon sa mère. Et rappelez-vous, Andrew n'a jamais manqué un seul jour d'école. Il a même reçu un certificat qui souligne son assiduité. Oui, oui. Ce matin-là, il est parti de la maison en uniforme vers l'arrêt d'autobus pour se rendre à l'école, mais il ne s'est jamais rendu. Pour la première fois, Andrew n'était pas en classe. Trouvant ça très anormal, les responsables à l'école ont appelé les parents pour indiquer l'absence d'Andrew, mais ont seulement pu laisser un message vocal sur le répondeur. L'école ne semble pas avoir essayé d'autres manières de contacter les parents, puisque ces derniers sont arrivés à la maison après le travail comme si rien n'était. Puisqu'Andrew avait l'habitude de s'enfermer dans sa chambre avant le souper, ou à l'heure du dîner, comme diraient les Français, ses parents ne sont pas allés le voir en revenant de travailler, et ils ont remarqué que ses vêtements d'école étaient dans la laveuse comme d'habitude. Ce soir-là, ils étaient aussi accompagnés du prêtre de leur église, Alan Murray, avec qui ils aimaient manger de temps en temps. Ils ont laissé Andrew tranquille, pensant qu'il allait descendre quand le souper était prêt. À 18h pile, le repas était servi et les enfants ont été appelés par Kevin et Glennis. Charlotte est descendue, mais Andrew ne répondait pas. Kevin est donc allé dans sa chambre, observant la cravate et le blouson d'école installés sur la chaise comme d'habitude. Mais Andrew n'était pas là. C'était très atypique, mais Kevin n'a pas immédiatement paniqué, se disant qu'Andrew était peut-être chez un voisin ou un ami pas trop loin. Même si Andrew n'avait pas l'habitude de ne pas rentrer à la maison après l'école, Kevin n'a pas initialement craint le pire. Les parents ont toutefois immédiatement fait quelques appels et ont rapidement appris qu'Andrew ne s'était jamais pointé à l'école. Le message vocal laissé par l'école pour indiquer l'absence d'Andrew avait été fait au mauvais numéro de téléphone, Seb. Ah, ça, c'est fou, hein? Et donc, les parents n'ont jamais appris que leur fils était absent toute la journée. Et c'est là qu'ils ont paniqué. Avec raison. Parce que c'était tellement anormal que si ils avaient appris ça au bon moment, au moment où ils ont reçu l'appel, ou du moins qui auraient capté le message, là, ils auraient paniqué puis ça serait mis en action plus rapidement. Là, ils ont eu le temps de revenir à la maison. Ils ont supposé qu'Andrew était dans sa chambre. Ils l'ont pas dérangé. Donc, le temps passe, les heures passent. Il y avait absolument rien qui permettait de douter de tout ça, là. Et c'est par la suite que là, ils ont commencé à paniquer sérieusement. Et pourtant, le prêtre Murray avait vu Andrew en route à pied vers son arrêt d'autobus ce matin-là en uniforme scolaire. Il l'avait vu de loin un peu, mais n'avait rien remarqué d'anormal. Les parents sont donc sortis dehors rapidement pour voir si leur fils était quelque part dans les parages. Inquiets, ils ont appelé les hôpitaux dans le coin, craignant qu'il ait eu un accident en marchant vers l'arrêt d'autobus ou au retour de l'école. Après tout, le prêtre l'avait vu marcher ce matin-là en uniforme. Mais s'il était en uniforme ce matin-là, pourquoi avait-il finalement mis son blouson et sa cravate sur la chaise de sa chambre comme d'habitude? Et le reste de l'uniforme dans la laveuse? Un mystère difficile à expliquer.
Personne du nom d'Andrew Gosden ou même sa description s'est retrouvé dans un hôpital ce soir-là. Alors, les parents ont appelé la police entre 19h et 20h. La famille Gosden était convaincue qu'Andrew n'avait pas fait de fugue, mais ils ne voulaient pas non plus écarter des pistes importantes. Ils ont donc immédiatement imprimé des affiches ce soir-là et ont fait des recherches jusque dans la nuit avec Charlotte, sa sœur. La police est arrivée sur place et a fait des recherches tout le week-end dans les alentours de Doncaster, mais en vain. Andrew n'était pas là. Selon le site missingpeople.org.uk, la disparition d'un mineur est signalée toutes les 90 secondes en Angleterre. Hey, quand même, hein? C'est fou, là. Je pense qu'aux États-Unis, il se vend un Ford F-150. Je pense que c'est à peu près ça, à chaque 90 secondes. C'est une drôle de comparaison. Oui, hein? exact, ça me fait rire. Ce sont des statistiques effrayantes, mais cela aussi englobe les fugues. Hein. Selon les stats, en fait, 79% des mineurs sont retrouvés dans les 24 heures et 90% dans les 48 heures. Et moins de 2% des cas concernant des enfants durent plus d'une semaine. Les enfants vulnérables, dont ceux qui sont en foyer, dans des situations précaires ou les migrants non accompagnés, présentent un risque de disparition plus élevé que la moyenne. Ne voulant écarter aucune piste, ses parents ont pensé qu'il avait peut-être fugué à Whitby, une ville portuaire située au Yorkshire du nord à plusieurs heures de Doncaster. La famille allait souvent en voyage à Whitby et a dit qu'Andrew aimait particulièrement cet endroit. Des amis de la famille ont donc fait des recherches à cet endroit durant la fin de semaine, espérant trouver Andrew. Les caméras CCTV dans le voisinage ont toutefois raconté une autre histoire. Écoutez ça. Le matin du 14 septembre, sa disparition, à 8h05, Andrew est sorti de la maison en uniforme et c'est là qu'il a été aperçu par le prêtre Murray. Mais, au lieu d'aller à l'arrêt d'autobus, il est allé dans une station à essence avec un guichet automatique sortir 200 livres, des 214 livres qui étaient dans son compte bancaire. Ça équivaut aujourd'hui en dollars canadiens à 369 $, pour vous donner une idée. Il a ensuite été aperçu par une caméra en train de revenir à la maison, où il n'y avait plus personne. À la maison, Andrew a retiré son blouson, sa cravate, et les a installés sur sa chaise et a mis le reste de son uniforme dans la laveuse. Il s'est changé pour mettre un T-shirt du groupe de musique Slipknot, des jeans noirs, et il a pris son sac messager, là, le sac en bandoulière, là, qui avait plein de patchs du groupe de musique. De groupes de musique, en fait, de plusieurs groupes. Andrew portait ses lunettes qui avaient une très forte prescription. Il a les cheveux bruns pâles, les yeux bruns, il est sourd de l'oreille gauche et il a une oreille droite à double pli. Puis si vous fouillez un peu sur Internet, on peut la voir là, dans le haut de l'oreille. Là, c'est assez distinctif, effectivement. Donc, on pourrait reconnaître quelqu'un comme ça. Là. On pourrait vraiment le reconnaître sur une photo très facilement en voyant son oreille droite. Oui, c'est assez atypique, honnêtement. Je pense que je l'avais jamais vu. Donc, c'est ça qu'il a fait. Hein. Il est parti vers son arrêt d'autobus, mais en fait, il n'a pas pris l'autobus. C'est ça. Il est revenu à la maison. Oui. Comme... Son plan a changé, on dirait, là, où il voulait, ou peut-être qu'il voulait montrer, il voulait montrer qu'il allait à l'école, peut-être à ses amis, tout ça, puis, ou à ses parents. Puis, sachant que ses parents étaient partis, ben là, il est revenu. Oui. Mais c'est ça, il est revenu faire sa routine à la maison, mais plus tôt, dans le fond. Oui, c'est drôle, hein? Oui, exact. Puis le fait aussi de s'habiller. Ben, il s'habillait toujours comme ça à la maison. Donc, ça, là-dessus, c'est vrai que c'est particulier, mais je trouvais qu'avec ce que vous allez voir, ce qu'on va raconter, je trouve que ça concorde bien de la façon qu'il s'est habillé. Oui. En quittant la maison, Andrew a aussi pris son portefeuille, ses clés, ainsi que sa console PSP, la PlayStation portable, la genre de Nintendo DS, là, si vous voulez, de PlayStation à l'époque. Là, je pense que ça se fait plus maintenant, là, mais... Non. Il n'a pas pris son passeport ni son chargeur pour la console PSP. Je vous rappelle, c'est un gamer. Il n'a pas pris non plus d'autres vêtements, ni un autre 100 livres qu'il avait reçu à son anniversaire, là, donc un autre 100 $. Oui, c'est particulier tout ça, qu'il n'a pas pris tout son argent, mais qu'il en a quand même pris pour une valeur de 369 $ canadiens, là, tu sais. Oui, bien, sûrement peut-être pour couvrir ses dépenses qu'il pensait, mais moi, je trouve que par ce comportement-là, on voit qu'il voulait revenir. En tout cas, il n'y a pas tant d'indices, je trouve, qu'il faisait une fugue. À cause entre autres à cause du chargeur. On dirait que pour moi, c'est pour quelqu'un qui est gamer,
souvent, j'ai l'impression que c'est quasiment primordial, comme des clés ou un portefeuille. Mais oui, c'est clair. Faut pas oublier que c'est un ado, hein, donc oui, c'est aussi, possible qu'il oublie ça. Mais c'est vrai, c'est un détail qui vaut la peine d'être pris en compte. Là. Vers 8h30 du matin, Andrew a quitté la maison à nouveau pour se rendre à la station de train de Doncaster. Et là, il a acheté un billet de 31 livres et 40 pour Londres. Mais la femme à la billetterie lui a indiqué qu'un billet de retour lui coûterait seulement 50 sous de plus environ, là. Mais il a refusé. Peut-être que ce rabais était pour les billets de retour du même jour et que Andrew voulait revenir un autre jour. Je sais pas trop. C'est aussi ce que je me suis dit. Tu sais, moi aussi, j'ai tendance à pas prendre quelque chose en mettant, même si c'est 50 cents de plus, là, si j'en ai pas besoin. C'est rare que je vais grossir mon Coke au McDonald's pour 50 cents de plus, là, ou ma frite. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est peut-être que Andrew, parce que là, on parle pas d'une frite, mais d'un billet de train, mais peut-être qu'il pouvait pas se commettre sur la date de retour. Tu sais, parce que si tu prends 2 billets comme ça, en direct live au kiosque, ben là, tu sais, il faut que tu choisisses quand même une date, je suppose. Exact. Donc, peut-être que ça, il ne savait pas encore, puis il se laissait le temps d'y penser, tu sais. Mais peut-être aussi qu'il n'avait pas prévu de revenir, ce qui est encore plus inquiétant. Oui, aussi, À 9h35, toujours ce matin-là, Andrew a été aperçu en train de monter à bord du train qui se rendait à King's Cross, seul. C'était extrêmement atypique pour lui de faire un tel geste seul sans avertir ses parents. Mais Kevin et Glenys ont pensé qu'il avait peut-être voulu faire quelque chose à Londres qu'il n'aurait pas eu le droit de faire là, en demandant la permission. Oui. Et là, Kevin a dit peut-être qu'il a voulu demander pardon après au lieu de demander la permission avant. Souvent, je vois le... Puisqu'il avait manqué un jour d'école pour la toute première fois, parce que ça, c'est sa première fois, c'est quand même important. Il avait aussi beaucoup de repères à Londres. En plus d'avoir beaucoup de familles et de proches un peu partout dans la ville, Andrew était à l'aise avec le système de transport en commun et connaissait bien la ville. Dans le train, Andrew a été aperçu par une femme qui le décrit comme très calme et absorbé par sa console PSP. Le train est arrivé à la station King's Cross à 11h20 le matin à Londres. Quand la police de South Yorkshire a appris qu'Andrew s'est rendu à Londres, plus particulièrement à King's Cross, elle a demandé à la police de British Transport d'étudier les caméras de surveillance afin d'y trouver l'ado, mais en vain. La famille s'est donc déplacée elle-même à Londres pour mettre des affiches d'Andrew un peu partout et montrer sa photo à tous les passants. C'est aussi ce que j'aurais fait, surtout si c'est pas si loin que ça. Là. Ils ont aussi pensé aux endroits qu'Andrew aimait visiter, comme les musées, entre autres. Charlotte était aussi toujours aux côtés de ses parents, distribuant des dépliants avec des images d'Andrew ainsi que sa description. Et plusieurs personnes ont contacté la famille, croyant avoir aperçu Andrew à différents endroits à travers le pays. 1 an après sa disparition, on comptait déjà 122 signalements potentiels, dont 45 à Londres et 11 à Brighton, toujours en Angleterre. Ouais, quand même. Certaines observations ont été jugées plus crédibles que d'autres, notamment celles survenues dans la première semaine où des témoins ont rapporté avoir discuté avec un adolescent dont le comportement et la façon de parler ressemblaient beaucoup à ceux d'Andrew. Parmi tous les signalements, celui que la famille considère comme le plus crédible est une apparition dans un Pizza Hut sur la rue Oxford, à environ 1 heure de marche de la gare de King's Cross, le jour même de sa disparition. Selon eux, cette piste n'a jamais été adéquatement suivie par la police. Dans plusieurs cas, les caméras CCTV étaient étrangement défectueuses ou le footage était remplacé parce que les suivis avaient été faits trop tard. Les caméras de surveillance, on dirait que c'est toujours comme ça. Tant qu'on n'en a pas besoin, on les regarde pas, on les laisse à elles-mêmes. Et souvent, ça plante. Il y a une déconnexion au réseau. Il y a un update logiciel à faire. Ça n'a pas été fait. Donc, quand on en a besoin, il y a eu un meurtre, une disparition, quelque chose, effectivement, il n'y a rien à en tirer. C'est très souvent comme ça. Mais moi, j'y crois aussi à la piste du Pizza Hut, tu sais, d'un jeune ado qui voyage comme ça, va avoir tendance quand même à visiter des bannières qu'il connaît, des restos où il est déjà allé, s'il aime la pizza, des endroits pas trop chers, puis en même temps, il se gâte, là, le jeune, tu sais, c'est un peu, ça doit être une sortie plutôt cool pour lui, là. Donc, on dirait que j'y crois à ce témoignage-là qui aurait été vu dans un Pizza Hut, là.
D'autres observations non confirmées ont été faites le 17 septembre dans le même secteur, le d'Oxford Street. Puis, le lendemain, lorsqu'un adolescent correspondant à la description d'Andrew aurait été aperçu en train de dormir dans un parc à Southwark, et là, ça devient plus inquiétant, là. Le 19 septembre, soit 5 jours après sa disparition, un témoin affirme avoir vu Andrew descendre d'un train local à Mortlake Station, dans le sud-ouest de Londres, portant des vêtements plus chauds, puis marcher dans les environs. Mais là, rien nous dit que ce soit vraiment le cas, là. Non, exact. Parce que s'il avait eu à dormir dans un parc à Londres, probablement, j'ose croire qu'il aurait contacté sa famille à ce point-là, là, au lieu de dormir dans un parc. Parce que là, ça commence à être dangereux. Puis on sait que sa grand-mère est aussi à Londres, puis il a des proches et tout ça. Vrai, moi, j'aurais contacté ma cousine avant de dormir dans un parc. Oui. Donc, on dirait que je doute un peu de ce témoignage-là. Oui, ça se peut, parce que, tu sais, le fait qu'il se sente mal, je pense que il passerait par-dessus, tu sais, parce qu'il n'était pas en conflit avec ses parents, tu sais, c'est pas quelqu'un qui était problématique. Fait que je vois pas de bonne raison, un peu comme tu dis, pourquoi qu'il irait pas voir la famille, tu sais. Ses parents ne seront même plus fâchés, là, tu sais. Non, exactement. Puis je sens moins qu'on est dans une passe de chute de santé mentale, je devrais dire. Exact. On l'a vu avec Emma Filipov, avec Elisa Lam, par exemple, peut-être même un peu Maura Murray, qui était dans une situation mentale un peu troublée. Ici, Andrew a quand même tout fait sa matinée comme prévu, retourné chez lui, a mis son uniforme au lavage. Quelqu'un qui pense quitter ou même, je sais pas moi, fuguer, se suicider ou recommencer sa vie, va peut-être pas faire autant de petits détails. Là, tu t'en fous de ton uniforme, tu vas pas le mettre au lavage. Là, si tu le mets au lavage, c'est que tu as envie de le remettre là, à quelque part. Oui, exact. Tandis que là, il semble vraiment avoir eu il semblait en toute lucidité, du moins jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que je trouve que ça me surprendrait qu'il ait dormi dans un parc. Là, quelqu'un qui est peut-être en crise de santé mentale et autres peut perdre ses repères, peut avoir de la misère à communiquer, peut se sentir un peu perdu dans la ville. Donc ça, je le comprendrais plus, de voir une Emma Filipov justement traverser une rue nu-pied alors qu'il pleut, tout ça. Tu dis, OK. Quelque chose qui va pas, là, elle est pas dans son état normal, tu sais. Mais Andrew semblait dans un état assez normal, pourtant. Oui. Il y a un point qui parce qu'il devait s'en douter en manquant l'école, que l'école allait appeler ses parents. Oui. Ça, c'est le point que je trouve un peu mystérieux aussi, parce que le fait qu'il soit revenu et qu'il ait tout fait la même routine, pour moi, j'avais l'impression que ça démontrait comme je suis revenu de l'école comme habituellement. C'est là que j'ai un clash de logique. Il manque l'école, tout en sachant là, que les parents vont être au courant, mais en même temps, il revient puis il place toutes ces choses comme d'habitude. Oui, on dirait que c'est une incohérence. C'était quand même risqué de revenir à la maison. Il fallait qu'il reparte rapidement parce que justement, l'école allait appeler. Là. Oui. Puis pourquoi, tu sais, c'est en fait, qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là? Ça va toujours rester un mystère, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je continue. 1 mois plus tard, le 17 octobre, une femme aurait parlé à un garçon qui ressemblait fortement à Andrew dans le quartier de Covent Garden. Lorsqu'elle lui a demandé s'il s'agissait bien de lui, il aurait nié. Les parents se sont rendus sur place eux-mêmes parce qu'ils savaient que Andrew aimait bien Covent Garden et ses petites boutiques, mais ils n'ont pas trouvé d'indices. La femme qui avait parlé au garçon n'aurait été contactée par les enquêteurs que 6 semaines plus tard. Par la suite, d'autres signalements ont été faits, notamment dans un parc à Streatham, mais aussi plus loin au pays de Galles, à Birkenhead et à Plymouth. Derrière les apparitions rapportées et les pistes potentiellement ignorées, il y a aussi la douleur d'un père qui, au lieu d'être soutenu, dit avoir été traité comme un suspect dès le départ. Et ça, vous allez voir, c'est tellement triste. Kevin raconte que la police l'a interrogé de façon agressive pendant des heures, dans ce qu'il décrit comme une tactique de good cop, bad cop, là, bon cop, bad cop. Là. Oui. On l'a confronté à des accusations lourdes, négligence, violence, voire même meurtre. Ouf. Honnêtement, là, c'est pas correct. Là. Mais il faut que tu t'y attendes. Tu sais, je dis ça un peu
un peu le ton léger, là, tu sais, je serais le premier à m'en plaindre si ça m'arrivait, Oui, mais bien sûr, ouais. c'est sûr que les parents, tu les passes au cash. Là, Ils n'ont pas le choix. Dans un cas comme ça, là, ainsi que tous les proches, là, c'est souvent lié. Tu sais, les statistiques nous le disent. T'as raison, non, c'est ça, ils n'ont pas le choix. Mais ça a eu des gros impacts. Hein. Il affirme que certains, en fait, ces entretiens ont peut-être même été enregistrés à son insu dans le but de lui faire avouer quelque chose. Mais ces interrogatoires-là, au lieu de l'aider à retrouver son fils, eh bien, ça l'a complètement brisé. Après l'un d'eux, Kevin dit avoir fait une tentative de suicide et avoir été hospitalisé en psychiatrie pendant 15 semaines. Oh là là! Mon Dieu. Mais j'ai l'impression que c'est une accumulation, là, tu sais, le fils et tout. Là. Une période noire marquée par la culpabilité, la solitude et un profond sentiment d'injustice. Pour lui, la police a perdu un temps précieux à regarder dans la mauvaise direction, alors qu'Andrew, lui, restait introuvable. Oui, mais en même temps, j'imagine que les policiers font pas juste faire une chose. Ben non. Sur le side, ils doivent enquêter dans d'autres directions. Bien sûr. C'est sûr, c'est de son point de vue à lui. Oui. Et là, je le cite. « Mon monde s'est écroulé dans une spirale de dépression et de peur », a-t-il raconté au journal Yorkshire Post. « J'ai eu des pensées suicidaires, j'ai fait de l'automutilation, une anxiété extrême, des cauchemars, des flashbacks, de la difficulté à me motiver pour manger. La liste est longue. » Ah ben ça je le crois, ça doit être terrible vivre ça là. Puis après un mois, c'est long quand même. Ben oui, dans une situation comme ça, mais ça. Et pour vrai, l'espoir diminue beaucoup là après un mois. Bien sûr, là. ben oui. C'est sûr que les choses se sont pas passées comme prévu après un mois. Non, c'est clair. Non, je le comprends là, dans l'état dans lequel moi je sais même pas comment je pourrais survivre là, donc non, c'est ça. C'est sûrement le genre de choses qui m'arriverait. Là. La police de Yorkshire a toutefois voulu réexaminer les images des caméras CCTV de King's Cross 3 semaines plus tard, rejoignant les efforts de la police de British Transport, et cette fois-ci, ils ont été en mesure de trouver Andrew dans la foule. Oh! En effet, en sortant du train, Andrew a été aperçu dans la foule sur la caméra avec son T-shirt de Slipknot et son sac. Son comportement semblait tout à fait normal. Mais cela confirmait sans aucun doute que Andrew s'était vraiment rendu à Londres. Oui, mais ça, c'est bien qu'on le voit enfin débarquer. Là. Oui, ben au moins, on a une certitude là-dessus. Là. Malgré l'absence de nouvelles concrètes et le peu d'actions prises par la police à leurs yeux, la famille Gosden n'a jamais cessé de chercher Andrew. Ils se sont mobilisés eux-mêmes, lançant leurs propres recherches parallèles, distribuant des affiches, parlant aux médias, répondant aux appels, parcourant les forums en ligne. Ils ont carrément transformé leur salon en véritable centre d'appel. Et quelqu'un était toujours disponible à la maison pour répondre au téléphone, juste au cas où que quelqu'un, ou même Andrew lui-même, appelait. En 2009, donc 2 ans plus tard, 2 nouvelles observations ont été rapportées. Et là, les parents commencent à perdre espoir un peu. Là. Une des observations, c'est devant le Musée d'histoire naturelle à Londres et l'autre dans un pub à Southend. Mais aucune de ces pistes n'a pu être vérifiée. Et selon Kevin, plusieurs de ces renseignements n'ont pas été pris au sérieux par la police, voire complètement ignorés. C'est sûr que dans le cas du pub, Andrew, on dit qu'il avait 14 ans, mais il en avait l'air de 12. Oui. Je doute fort qu'il se soit retrouvé dans un pub, à moins qu'il ait été accompagné d'un adulte. Ce qui n'est pas impossible. Non, exact. Mais bon, c'est sûr qu'il faut tout prendre au sérieux dans ce cas-ci. Oui. Non, j'ai vu sa photo. Non, il l'aurait pas laissé rentrer. Non, c'est ça. On ne peut pas confirmer si la police n'a pas réellement suivi ces pistes. On se fie aux paroles de Kevin ici. Mais c'est peut-être pas divulgué publiquement par la police non plus. Ils vont pas tout dire non plus. Kevin et Glynis ont aussi multiplié les apparitions publiques, donnant des entrevues aux médias, participant à des émissions de télé, espérant garder l'attention du public et maintenir la pression sur les autorités. Et ça doit tellement être difficile de travailler en tant que parent pour que ton fils reste au centre des médias parce que ça change tellement à la journée longue. C'était aussi la même année de la disparition de Madeleine McCann, qu'on connaît, vous savez, la fillette britannique disparue lors d'un voyage au Portugal avec sa famille. Alors, les disparitions d'enfants britanniques étaient partout dans les nouvelles en 2007. Et on le sait, Madeleine McCann, ça a occupé beaucoup d'espace médiatique. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas voir ça comme une compétition, il faut les retrouver les deux. Exact. Mais à quelque part, il
y a une forme de compétition sur l'attention qu'on attire c'est vrai, hein. des médias. La famille a mis en place un site web dédié à Andrew dans l'espoir que quelqu'un quelque part le reconnaisse. Ils ont aussi travaillé avec des organismes spécialisés dans les disparitions comme Missing People UK qu'on a cité plus tôt et ont constamment mis à jour l'âge approximatif d'Andrew à travers des portraits de vieillissement numérique. En mai 2011, Kevin et Glennis ont pris les choses en main une fois de plus. N'ayant pas abandonné l'idée qu'Andrew se soit peut-être rendu jusqu'à la Tamise, qu'on connaît mieux sous le nom de la River Thames à Londres, ils ont engagé une entreprise privée spécialisée pour effectuer une recherche sonore du fleuve. À l'aide de la même technologie utilisée en mer pour localiser des objets ou encore des victimes d'accidents. La recherche a duré plusieurs jours, mais aucun indice lié à Andrew n'a été découvert. Le sonore a permis de retrouver un autre corps toutefois, mais sans lien avec l'affaire. On ne connaît pas l'identité de ce corps retrouvé. Au moins, ça a servi à quelque chose. Et il doit en avoir dans la Tamise des corps. Tu dis, juste au Québec, là, ils ont repêché des tonnes de voitures dans un lac, un regroupement américain, en plus, justement, qui fait ça. Puis ça me fait penser à ça avec des sonores. C'est comme ça qu'ils ont trouvé. Fait qu'imagine, il doit tellement en avoir dans plein de lacs et des corps, des voitures. Oui, des corps dans des voitures. Oui, aussi. En 2016, Kevin et Glennis ont lancé un nouvel appel à l'aide, cette fois à la télévision nationale dans une émission d'enquête bien connue au Royaume-Uni. Ça faisait maintenant 9 ans qu'Andrew était disparu, mais ses parents ne voulaient pas baisser les bras. On les comprend aussi, là. Ben oui. L'année suivante, pour souligner les 10 ans depuis la disparition d'Andrew, l'organisme Missing People a choisi le visage d'Andrew pour une grande campagne de sensibilisation intitulée Find Every Child, Trouver tous les enfants. Sa photo est apparue sur des panneaux publicitaires et dans des annonces à travers tout le pays. Donc, ça a ajouté quand même une bonne touche de visibilité à l'affaire. En septembre 2017, la police South Yorkshire a elle aussi relancé l'appel à témoins. Sur leur page Facebook, les enquêteurs ont mentionné plusieurs démarches concrètes. La vérification de prescription de lunettes semblables à celle d'Andrew, demande de documents à l'Office des passeports et au système d'assurance nationale, circulation de son ADN, de ses empreintes digitales et aussi de ses dossiers médicaux. Le ton du message laissait entendre qu'il considérait toujours la possibilité qu'Andrew soit en vie. En 2018, maintenant, la famille a rapporté une piste étonnante. Quelqu'un aurait discuté en ligne avec une personne utilisant le pseudo Andy Rue. L'internaute disait que son copain l'avait quitté et qu'il avait besoin de 200 livres pour payer son loyer. Lorsqu'on lui a proposé de l'aider, il a répondu qu'il n'avait pas de compte bancaire parce qu'il avait quitté la maison à l'âge de 14 ans, comme Andrew. La police a été informée, mais l'identité de cette personne n'a jamais pu être confirmée. Et selon beaucoup d'internautes, cette personne était fort probablement juste un troll qui voulait de l'attention. Mais quand même, j'avoue que j'aurais sourcillé moi aussi, là, quand tu commences à faire des amalgames entre les âges de disparition, les montants, 200 livres sterling, tout ça, ça concorde quand même un petit peu avec Andrew. Puis Andy Rue, c'est un peu comme Andrew. Donc, je comprends aussi que je sais pas où est-ce que cette piste-là aurait pu mener, mais qui sait, peut-être que c'est Andrew. Oui. Mais j'ai de la misère à croire que c'est une fois adulte qui n'aurait pas trouvé une solution pour s'ouvrir un compte de banque. Mais c'est vrai qu'il faut des papiers d'identité. Mais encore là, c'est vrai que là-dessus, c'est quasiment impossible qu'il ait survécu, on dirait, à moins qu'il ait trouvé une autre identité. Mais bon, on en reparlera. En juillet 2018, pour souligner ce qui aurait été le 25e anniversaire d'Andrew, la famille a partagé 2 nouvelles images d'âge progressé. Le groupe de musique Muse, qu'Andrew aimait beaucoup, a aussi prêté son soutien à la campagne de sensibilisation. Encore aujourd'hui, la chambre de Andrew est presque intacte. Il y a beaucoup de parents qui font ça, d'enfants qui est disparu. Ils laissent... puis j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être un certain temps, mais à un moment donné, je pense que ça
Je sais pas. Ça, je suis pas dans le jugement. Ouais, mais je pense que ça fait partie du deuil un peu. Tu sais, s'ils sont pas prêts à faire leur deuil, j'ai l'impression qu'ils ne feront pas la chambre. Ouais. Tu sais. Puis en plus, je voyais que, tu sais, il disait, par exemple, on n'a jamais changé les serrures pour que la clé d'Andrew fonctionne encore. Tu sais, je comprends le geste, mais si Andrew veut vraiment revenir, même si la serrure est changée, il va pas repartir en feu. Ben non, c'est ça. Il risque d'attendre sur le parquet de la maison ou trouver une façon de rentrer. Là, tu sais. Bien sûr, ben oui. Mais je comprends le lien que ça peut amener aux parents. Tu veux mettre aucun irritant ou aucun bloquant pour son retour. Là. Et justement, ses effets personnels, comme ses livres et ses jeux, n'ont pas été déplacés. Un peu comme tu me disais, la serrure de la maison n'a pas été changée. Même s'il y a eu des vols dans le quartier, la famille refuse de le faire. Son compte bancaire n'a pas été utilisé non plus, sauf par le père d'Andrew, lui qui a décidé d'y déposer 100 $. Et son instinct lui disait d'en déposer plus au cas où, mais la police lui a suggéré de mettre juste un petit montant pour le dépanner s'il en avait besoin, et non un montant assez gros pour qu'il puisse s'en servir pour se rendre compte, pour se rendre en fait encore plus loin ou changer de pays. Puis ça, c'est vrai, je trouve que c'est une excellente tactique de la police. Absolument. De pas trop donner de sous. Durant la pandémie de COVID-19, Kevin a fait le tour de la chambre de Andrew et a découvert quelque chose qu'il ne savait pas à propos de son fils. Il aimait collectionner les timbres. Shout-out aux philatélistes dans la salle. Cette découverte a donné encore plus de poids à une question qu'il se pose depuis sa disparition. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne savais pas à propos de mon fils? Ouais, parce que j'avoue, c'est un peu banal une collection de timbres, mais c'est vrai. Je comprends son interrogation. Oui, c'est ça. C'est qu'après, tu fais des liens en disant « Ah, il aimait les timbres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il aimait? » tu sais. Au fil des années, ses efforts n'ont malheureusement pas donné le résultat espéré. Pas de message, pas de traces bancaires, pas d'activité en ligne attribuable avec certitude à Andrew. Les parents ont continué à vérifier avec les hôpitaux, continuent d'apparaître dans des podcasts et de faire connaître l'histoire d'Andrew. Les Gosden ont refusé de baisser les bras. Pour eux, tant qu'aucune preuve ne démontre que Andrew est mort, il est quelque part vivant. Et peut-être un jour, il reviendra. C'est possible. Revenir, je le sais pas, mais c'est possible qu'il soit localisé. Hein? Ou que son corps soit retrouvé, ou qu'il y ait des pistes. Moi, j'ai quand même un peu d'espoir, on dirait, dans le cas de Andrew Gosden. Parce que vous allez voir, il y a quand même eu certaines formes de développement. Oui. Et on y arrive. Là, c'est un peu troublant, d'ailleurs. En décembre 2021, plus de 14 ans après la disparition d'Andrew, la police du South Yorkshire a arrêté 2 hommes âgés de 38 et 45 ans. Écoute bien ça, c'est. Ils étaient soupçonnés d'enlèvement et de traite de personnes. Dans le cas du plus âgé, les accusations comprenaient aussi la possession d'images d'abus impliquant des mineurs. C'était la première fois que des arrestations étaient rendues publiques dans cette affaire. Ben oui. Le lendemain, les enquêteurs ont annoncé avoir saisi plusieurs appareils électroniques chez les suspects qui devaient être analysés en profondeur, un processus pouvant prendre entre 6 mois et 1 an. La famille Gosden, de son côté, n'a pas été informée davantage. Kevin a remercié le public pour son soutien, tout en précisant qu'ils n'avaient pas reçu d'informations confidentielles et qu'ils en savaient aussi peu que le reste du public. En janvier 2023, la police a confirmé que les 2 hommes restaient sous enquête et que l'analyse du matériel saisi n'était pas encore terminée. Puis, en juillet 2023, à l'approche du 30e anniversaire qu'Andrew aurait célébré, un nouveau détail a été révélé. Ces arrestations avaient été déclenchées par un signalement anonyme. Cette information n'avait jamais été mentionnée dans les déclarations précédentes. Mais en septembre 2023, la conclusion est tristement tombée. Les 2 hommes ont été relâchés et les autorités ont déclaré être confiants qu'ils n'étaient pas impliqués dans la disparition d'Andrew. Mais à ce moment-là, ça avait fait une grosse affaire sur les médias sociaux, entre autres. Là. Encore une piste prometteuse qui s'éteint et une nouvelle déception pour la famille. Mais bon, on n'aura jamais creusé jusqu'au fond avec ces 2 suspects. C'est un peu ce qui m'attriste. Certaines sources disent que ces 2 hommes n'avaient pas été arrêtés officiellement en lien avec la disparition d'Andrew et que le lien avait été fait par des médias. Mais ce qu'on sait, c'est que la famille a été quand même très déçue de la conclusion. Donc, il y a dû avoir un lien au départ avec Andrew. Mais quel était ce lien? Personne ne semble avoir la réponse. On remonte un petit peu dans le temps. Il y a une piste intrigante qui a émergé en 2008.
Un homme s'est rendu au poste de police de Leominster dans le Herefordshire, en dehors des heures d'ouverture. Pour vous situer, c'est à l'ouest du pays, à environ 3 heures de voiture de Londres ou presque 6 heures en transport en commun. De Doncaster, c'est 3 heures de voiture ou 4 heures en transport. Le poste de police est aussi dans un coin super industriel, entouré d'entreprises et de fermes agricoles. C'est pas, par exemple, un endroit où les gens vont prendre des marches pour rien, là, juste pour se promener. L'homme s'est approché de la station et a utilisé l'intercom pour signaler qu'il détenait des informations concernant Andrew. Puisqu'il n'est pas entré, certains disent que c'était hors des heures de travail, alors il pouvait juste parler par intercom. Eh bien, ça a pris quelques instants avant qu'un policier puisse se rendre à la porte. Quand la police est arrivée, l'homme était toutefois reparti, alors il n'a pas pu être interrogé. Ben voyons donc. Et ça, c'est bizarre. C'est loser un peu. Là. Ben oui, voyons donc. C'est bizarre. On dirait un genre de son des Christ, là, un coup à la porte. Là, c'est un peu étrange. Je comprends pas. Comme s'il y avait quelque chose à se reprocher. C'est-tu la personne? Pourquoi qu'elle se sauve? En tout cas. Oui, moi j'allais dire, même les policiers, il doit y avoir des caméras qui le voient devant. Même en 2008. Ben, je dis les policiers, en fait, on était à la BBC, là, mais il devait bien avoir... je sais pas, il devait bien avoir quelque chose qui filmait. Oui, il y a toujours de la sécurité, en fait, justement. Ouais, c'est vraiment étrange. Quelques semaines plus tard, après qu'un reportage sur Andrew ait été diffusé lors de l'émission The One Show, quelqu'un affirmait être ce même visiteur anonyme et a envoyé une lettre à la BBC citant un possible aperçu d'Andrew vers la fin novembre, cette fois à Shrewsbury, à environ 1 heure au nord du poste de police. Et le lien entre ces deux incidents, l'intercom et la lettre, n'a jamais été confirmé, pas plus que les informations fournies. Le comportement de cet homme reste énigmatique et fait beaucoup jaser ceux qui suivent l'histoire d'Andrew. Il s'est déplacé jusqu'à la station, pourtant isolé dans un endroit industriel, mais a quitté les lieux avant de laisser un témoignage ou une information. Aucun enregistrement CCTV ou audio n'a été rendu public et il n'a jamais repris contact avec les autorités, malgré les appels lancés par la police. C'est donc bien mystérieux. Encore un cas de CCTV Ben oui. Les forces de l'ordre ont été critiquées pour certaines décisions autour de cette affaire, dont le délai de 3 semaines pour identifier Andrew dans les images CCTV de King's Cross. Ça, c'est vrai que c'est long quand même. Un délai jugé incompréhensible par la famille, surtout sachant qu'il s'agissait de la principale gare de destination à Londres, et que le jeune avait acheté son billet en aller simple. Il savait aussi vers quelle heure qu'il était arrivé. Oui, ça doit pas être super long à scanner. Là. Non, c'est vraiment étrange. Plusieurs pistes signalées par le public n'auraient jamais été suivies, telles que mentionnées plus tôt. Certaines personnes qui affirmaient avoir parlé à un garçon ressemblant à Andrew disent n'avoir été contactées par la police que des semaines plus tard, voire pas du tout. La famille Gosden a souvent exprimé sa frustration. Non seulement ils ont eu l'impression d'être traités comme des suspects, mais ils ont aussi vu des opportunités s'évaporer à cause du manque de réactivité des enquêteurs, selon eux. Oui. Il y aurait eu également un problème de communication entre les forces de la police de South Yorkshire, qui couvrait Doncaster, et la police métropolitaine, ainsi que la police de British Transport à Londres. Cette séparation des juridictions aurait freiné le partage d'informations, surtout dans les premières 48 heures, qui sont cruciales, comme on le sait, dans une disparition. Avec le temps, l'enquête est restée ouverte, mais les moyens déployés ont beaucoup diminué. C'est normal, là. La famille a parfois eu l'impression que l'affaire avait été mise au second plan. Mais malgré ça, les Gosden n'ont jamais cessé de collaborer avec les enquêteurs, tout en gardant un regard critique sur la façon dont le dossier a été traité. Oui, et il y a eu plusieurs théories, en fait, qui ont découlé un peu de cette histoire-là. On a fait le tour de la chronologie des événements. Seb, j'ai hâte de voir les distordus aussi, ce que vous en pensez. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec Andrew Gosden le matin du 14 septembre 2007. On sait qu'il a réussi à se rendre à Londres, et malgré le nombre de caméras de surveillance dans cette grande ville, on sait que c'est une des villes où il y en a le plus dans le monde, il n'a été aperçu nulle part après sa sortie du train. Ça, c'est quand même assez étrange. Oui. Même en 2007, à Londres, il y en avait beaucoup de caméras déjà. Là. Une tonne de théories ont été évoquées au fil des ans, autant par des internautes qui suivent l'affaire que par sa propre famille.
L'une des théories populaires est qu'Andrew aurait été rencontrer quelqu'un à Londres. Une théorie qui provoque des débats sur le web, puisque Andrew n'avait pas d'ordinateur personnel et il empruntait celui de sa sœur seulement de temps en temps. OK. Il n'était pas sur les réseaux sociaux, selon Charlotte, sa sœur, et la police a fouillé l'ordi 3 fois au complet, ainsi que les ordis de la bibliothèque locale. Ah, OK. C'est Mais pas les, fou, ça, ouais. les réseaux sociaux à cette époque-là, il y avait à peu près juste MySpace. Là. Puis, et Facebook qui commençait, là. Oui, en 2007, il fallait que tu sois un early adopter. Oui, puis c'est ça, c'était beaucoup plus des adultes, là, tu sais, même en 2007. Oui, c'était étudiants universitaires. Oui, c'est ça. Même. C'est ça, fait que j'ai l'impression que non, c'est ça, il devait pas être là-dessus. Exact. C'était aussi avant les téléphones intelligents, donc même s'il avait déjà eu un téléphone, celui-ci n'avait pas les fonctionnalités d'un téléphone d'aujourd'hui. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Non. Mais quand même, il existait des téléphones que oui, pouvait texter. En 2007, oui. C'est une théorie que son père Kevin ne soutient pas vraiment non plus, puisqu'il n'avait tout simplement pas accès au matériel pour communiquer avec quelqu'un. Mais ça, on va y revenir parce que j'ai une théorie. Oui. Sauf qu'on sait que le père a appris après sa disparition qu'Andrew avait des passe-temps que la famille ne connaissait pas, comme les timbres, par exemple. Andrew a-t-il entretenu des communications secrètes avec quelqu'un? C'est normal que les parents ne soient pas au courant de tout à propos de leurs ados. En lien avec cette même théorie, certaines personnes croient qu'Andrew a peut-être rencontré quelqu'un lorsqu'il a fait son programme d'études l'été d'avant à l'université de Lancaster. Il était revenu du programme super heureux et motivé, alors avait-il peut-être fait une rencontre là-bas? Cette piste ne semble pas avoir été explorée par la police, du moins pas publiquement, alors qu'on ne sait pas s'il y a eu des indices du côté de Lancaster. Lancaster et Doncaster sont bien plus au nord du pays, mais peut-être qu'Andrew a rencontré quelqu'un là-bas, a continué de communiquer avec cette personne en cachette, puis a décidé de la revoir à Londres. Et s'il avait profité de sa marche inhabituelle après l'école plus tôt la semaine de sa disparition pour faire un appel ou même préparer sa rencontre. Ça se pourrait. Hein? Oui. La famille Gosden a également fait des appels aux communautés LGBTQ en 2009, disant dans les médias que si Andrew avait fait une fugue en raison de son orientation ou identité sexuelle, que la famille allait continuer de l'aimer et de l'accepter et que si quelqu'un l'hébergeait pour l'aider, d'appeler les autorités. C'était une théorie que la famille a voulu explorer au cas où Andrew s'était enfui et qu'il avait peur de ne pas être accepté. Donc, on ne sait pas, on n'a pas d'indice qui nous montre s'il était gay ou non. Non. Mais quand même, je trouve que c'est wise. Oui, de la part de la famille. J'ai trouvé ça très brillant. Ouais. Kevin disait « Nous sommes une famille assez ouverte alors que nous sommes demandés s'il était gay ou s'il avait de la difficulté avec son identité sexuelle et qu'il trouvait ça trop délicat à aborder. S'il est gay, cela ne pose aucun problème pour nous. Il est aimé inconditionnellement par ma femme, ma fille et moi. » Il y avait eu aussi là, un genre de meet-up YouTube à Londres le week-end de la disparition d'Andrew. Est-ce qu'il serait allé à Londres pour y assister? Dans la vidéo du meet-up, certains croient apercevoir quelqu'un qui lui ressemble à Andrew, mais ça a été filmé en 2007, donc c'est vraiment pas clair et l'image n'est pas nette. Et si Andrew n'utilisait jamais d'ordi, était-il fan de YouTube à ce point-là? Et en 2007, le concept de YouTube était très loin de ce qu'il est aujourd'hui. Exact. Donc, mais en même temps, qui sait, tu sais, un YouTube Meetup, j'avoue, aujourd'hui, les YouTubers, c'est tellement gros, c'est tellement des vedettes que je suis pas sûr que j'irais à un Meetup de Jake Paul. Tu sais, il doit tellement avoir beaucoup de monde. Oui, mais à cette époque-là, c'était plus underground. Donc, peut-être que oui, peut-être que quelques YouTubers qui organisaient un Meetup, peut-être que ça aurait pu intéresser Andrew. Une théorie qui revient souvent et qui semble globalement être la plus populaire est qu'Andrew se serait rendu à Londres pour assister à un show de musique du 20 septembre avec son t-shirt de Slipknot, son sac et les patchs de band. Il y avait plusieurs spectacles prévus ce week-end-là. Il y avait le groupe Him, je ne sais pas si vous vous en rappelez, plusieurs jeunes filles des années 2000 ont un tatouage de Him. Montrez-nous vos tatouages de Him, les distordus, dans les commentaires. Il y avait aussi 30 Seconds to Mars et Sikt. Peut-être qu'Andrew voulait s'y rendre sans demander la permission de ses parents et comptait revenir le lendemain ou même le même jour, je ne sais pas. La famille a tout essayé pour explorer cette piste, même avec l'aide du groupe de musique Him, en obtenant le plus d'images et de vidéos possibles du concert pour essayer de trouver Andrew dans la foule. Mais malheureusement, aucun indice. On ne sait pas si la famille a eu de l'aide pour les deux autres concerts. 30 Seconds to Mars et Sick.
Selon cette théorie, Andrew avait l'intention de revenir à la maison éventuellement, après le spectacle. Après tout, il n'avait pas pris les 100 livres qui lui restaient à la maison et n'avait pas apporté son chargeur PSP non plus. Donc, tout porte à croire qu'il voulait revenir à quelque part, selon ce qu'il a apporté avec lui, puisqu'il l'a laissé à la maison. C'est une hypothèse que je trouve tangible ici. Ben moi, c'est mon hypothèse la plus crédible. Ouais. Mais ces théories explorent toutes les raisons pour lesquelles Andrew aurait pu se rendre à Londres et non ce qui a pu se passer une fois rendu sur place. Certains croient qu'il est toujours en vie sous une autre identité et d'autres croient qu'il a malheureusement été tué par soit quelqu'un qui l'a rencontré volontairement ou par quelqu'un d'aléatoire, par malchance, au mauvais endroit, au mauvais moment. Londres est une très grande ville, mais il y a aussi beaucoup d'eau, ce qui expliquerait pourquoi son corps n'a peut-être jamais été retrouvé, et ça même s'il y a eu des recherches avec sonar dans la Tamise. Oui, oui. Le fait qu'aucun corps n'ait été trouvé écarte un peu aussi la théorie d'un suicide. Comment Andrew aurait pu passer à l'acte puis dissimuler son corps à quelque part? Exact, non, c'est vrai. À ce jour, l'histoire d'Andrew Gosden demeure l'un des plus gros cas de disparition au Royaume-Uni. Un adolescent sans histoire, intelligent, proche de sa famille, qui s'évapore en plein jour dans l'un des endroits les plus surveillés du pays, c'est louche. Malgré les efforts immenses déployés par ses proches qui ont tout donné, malgré les appels publics, les portraits vieillis, les pistes, les arrestations, aucun élément concret n'a permis de savoir ce qui s'est réellement passé le 14 septembre 2007. Chaque année qui passe rend les réponses un peu plus floues. Mais pour la famille Gosden, l'espoir reste vivant. L'espoir qu'Andrew soit quelque part en sécurité et surtout qu'il sache qu'il peut revenir, que peu importe ce qui s'est passé, il est toujours attendu et toujours aimé. Oui. Et oui, ça complète un peu l'histoire, Seb, d'Andrew Gosden, de ce qu'on sait jusqu'à date. Moi, quand j'avais vu les arrestations faites là, des deux hommes là, pour le trafic sexuel, je m'étais dit, on l'a. On les a coincés, puis on a finalement résolu l'histoire. Mais hélas, ils n'ont pas eu assez d'infos pour les arrêter définitivement. Ouais. Ceci dit, moi, j'ai un peu une théorie là-dessus. Moi, j'ai l'impression, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, Seb, mais j'ai l'impression que la piste du grooming, donc un prédateur en ligne, est quand même possible, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'ordinateur et autres, de téléphone à la maison. Et moi, selon moi, l'élément clé de cette histoire-là, c'est la PSP. Oui. Parce qu'on l'a vu sur sa PSP dans le train, on a vu qu'il l'a apporté, il passait beaucoup de temps avec cette console-là. Oui. Puis il faut pas oublier qu'il y avait des moyens de communiquer avec la PSP. Et c'est de ça que je voulais parler un petit peu d'ailleurs. La PSP, je vais vous en parler un petit peu, là, elle a été lancée au Japon le 12 décembre 2004, puis en Amérique du Nord le 24 mars 2005. Donc, elle était encore relativement nouvelle en 2007. C'est une console quand même assez puissante. Il y a eu plusieurs jeux là, intéressants, là, les Metal Gear Solid, Grand Theft Auto étaient là-dessus quand même. God of War, Final Fantasy, Monster Hunter, il y avait énormément de bons jeux. C'était une console quand même relativement abordable, c'est-à-dire elle était environ 199$ US à l'époque. Ça a été un succès commercial, 82 millions d'unités vendues dans le monde. Donc, il y en avait des gens qui avaient des PSP, là, donc c'est de tous âges et de toute nationalité. Et je me suis renseigné, j'ai même posé des questions à l'AI, puis on me dit à chaque fois qu'il est peu probable qu'Andrew Gosden ait pu correspondre directement en ligne avec sa PSP en 2007. Okay. Par contre, quand on analyse les choses, on voit que effectivement, Sony avait annoncé un système de messagerie là, en août 2007. Une nouvelle application qui s'appelait Go Messenger et qui devait permettre la messagerie instantanée, le chat vocal, le chat vidéo même, entre utilisateurs de PSP connectés à un réseau Wi-Fi. Parce que elle pouvait aller sur le réseau Wi-Fi, la PSP, il ne faut pas l'oublier. Tu peux faire des updates. Par contre, Go Messenger a été officiellement lancé juste en janvier 2008 en Europe. Donc, Andrew, au moment de sa disparition, n'avait pas accès à cet outil-là. Et même avec Go Messenger, il fallait disposer d'une adresse PSP unique basée sur le numéro de série, d'un accès Wi-Fi. Donc, il fallait s'inscrire via un ordinateur à d'autres trucs. Il y avait aussi Skype sur la PSP. Par contre, c'est arrivé en 2008 seulement. Donc, encore une fois, pas disponible lors de la disparition d'Andrew. Et là, il n'y avait pas de service alternatif.
Et là, je me suis dit, mais il pourrait correspondre à l'intérieur d'un jeu vidéo, par exemple. Pourquoi pas? Ceci dit, dans les jeux officiels sortis en 2007, aucun jeu ne proposait de système intégré de messagerie entre joueurs. Donc, ça complique la chose encore plus. Il y en avait des systèmes de communication, par exemple, dans le jeu SOCOM ou même dans Killzone. Tu pouvais écrire aux gens, mais c'était limité à des messages très courts. Souvent, c'était des commandes automatiques. Donc, encore une fois, via un jeu vidéo, ça semble peu probable qu'il ait utilisé la PSP. Par contre, là où j'ai espoir de mon côté, malgré le fait que tout le monde me dit que non, c'est impossible à cette époque-là, il y avait quand même un navigateur web qui fonctionnait. C'est vrai. À l'époque, depuis la mise à jour, le 2.0, c'était un navigateur qui s'appelait NetFront, qui était disponible dès mars 2005, donc disponible au moment de la disparition d'Andrew. Puis ça permettait d'accéder à Internet via un browser web. Moi, je le faisais avec une Dreamcast dans le temps. Avec la Dreamcast. Qui est encore plus vieux que la PSP. Puis c'était possible. C'était très lent, mais c'était possible. Tu pouvais consulter des pages web, même remplir des formulaires, tout ça avec un clavier virtuel sur la PSP. Justement, aller sur un forum, c'est souvent ça peut être là qui peut... Donc, il pouvait, en fait, techniquement, il était possible d'utiliser le navigateur pour accéder à des services de chat web, des forums, des boîtes mail. Si à l'époque, il y avait un compte Yahoo, j'imagine que ses parents ont vérifié, mais rien ne lui empêche de se créer une nouvelle adresse pour correspondre avec cette personne-là. Donc, à cette époque-là, tu n'avais pas les two-step authentication comme maintenant, qui t'envoie un message sur un autre appareil pour te connecter. C'était quand même assez simple. Donc, Andrew avait tout ce qu'il fallait avec sa PSP pour correspondre avec quelqu'un sur un réseau Wi-Fi en utilisant le navigateur web. C'était un peu laborieux, c'est plus compliqué qu'aujourd'hui, mais dans le temps, on ne savait pas à quel point ça allait être facile à une certaine époque. Et puis en plus, il y avait aussi plein de technologies qu'on appelle homebrew. Donc, il y a des programmeurs, des bricoleurs qui ont développé des navigateurs alternatifs. Il y avait Opera qui a été développé sur la PSP aussi, qui étaient des choses qui étaient possibles d'accéder avec la PSP. Parce que Sony ont été contactés par la police britannique, évidemment, j'ai vérifié. Puis ce que Sony ont pu dire, c'est que Andrew n'avait pas de compte messagerie PSP. Il n'avait pas de compte, tout ça, tu sais. Donc, ils ont écarté tout ce qui touche à Sony, mais Sony ne peuvent pas savoir s'il y a un compte Yahoo, un compte Hotmail. Donc, ça s'arrête là un peu la déclaration officielle. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il allait, c'est possible, qu'un spectacle, je pense qu'il y avait aussi un spectacle de Slipknot dans le même time frame de sa disparition à Londres ou quelque chose comme ça. Mais ça se peut, je crois, qu'il ait été rejoindre des gens à Londres peut-être pour un spectacle ou autre, mais qui ait communiqué avec cette personne-là via la PSP. Moi, c'est mon hypothèse. Ça explique pas le chargeur, tu sais. Non. Puis il soit resté à la maison. On dirait que le chargeur... C'est un oubli aussi. Pour moi, c'est un oubli, tu sais. Peut-être que s'il avait amené son chargeur en détresse, peut-être qu'il aurait pu envoyer un message d'alerte. Oui, c'est vrai. Parce que de ma mémoire, elle se déchargeait très vite, la PSP. Ah, sûrement, ça devait prendre du jus, puis les batteries n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'était puissant. Moi, c'était une de mes consoles préférées ever, que je me la fasse voler. Mais, pour vrai, mais sinon, selon moi, elle a dû se décharger assez rapidement, la PSP. Non, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est... puis c'est ça, même à l'époque, Sony, il n'y avait pas de backup du cloud. Ou, le fait qu'on n'a pas pu récupérer l'appareil, aussi, il y avait eu des sauvegardes automatiques. Il aurait pu analyser. Ou si quand tu naviguais par le browser de la PSP, ça passait toujours par un serveur de Sony, mais c'est pas le cas. J'essaie de penser à toutes des traces numériques autres. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas. Puis en 2007, il y en avait du Wi-Fi partout, là, dans les cafés et tout ça. Là, c'était pas, c'était même un peu une explosion. Là. Fait que il aurait pu aussi l'utiliser justement pour recommuniquer avec les gens un peu partout, même dans les gares et tout ça. Il y en avait du Wi-Fi. Là. Non, tu as raison, cette piste-là est quand même intéressante comme moyen alternatif là, de communiquer. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu mon hypothèse pour moi, Seb. Je ne sais pas si toi, tu en avais une autre différente ou... Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu aller au concert, qu'il a sûrement rencontré peut-être même des gens justement sur des forums qui aimaient ça, qui se sont donné un point de rendez-vous là-bas
ou des inconnus, puis ils se sont donné un point de rendez-vous là-bas. Ouais. Puis, un peu comme on disait, peut-être tomber sur les mauvaises personnes, j'ai l'impression. Là. Ça avait pas l'air d'être un gars à vouloir drogue, alcool, peu importe. Tu étais jeune. Là, à 14 ans, tu penses pas tant à ça non plus. Mais ouais, non, j'ai plus l'impression que c'est ça, puis il est tombé sur les mauvaises personnes. Mais je trouve ça quand même nébuleux, la façon dont il est pris. Je suis sûr que ses parents l'auraient laissé y aller, ou il aurait dit, ta soeur peut-y aller avec toi, ou s'il avait voulu y aller au festival, là, il est tellement responsable, je suis sûr que ses parents l'auraient laissé aller. Oui, il avait pas l'air malheureux à la maison dans le but de briser les règles et tout ça. Peut-être qu'il voulait se prouver quelque chose, prouver quelque chose à lui et ses parents. Je suis capable d'aller une journée à Londres, ou probablement que ses parents n'auraient pas voulu qu'il aille voir un show de Slipknot à Londres. Pas seul, mais avec sa sœur ou au pire sa grand-mère, au moins de l'accompagnement. J'ai l'impression, mais en même temps, quand t'es jeune, t'as toujours un peu peur de tes parents, dans le sens de leurs réponses. Des fois, tu veux pas les confronter à tout ça. Puis, on se le cachera pas, il devait faire de la douance. Quand t'as des notes parfaites à l'école, je reviens à je nomme ça parce que le fait qu'il y a besoin de défis, c'était peut-être ça aussi, un peu comme tu disais, de montrer qu'il est autonome et qu'il est capable tout seul. Il y a ça aussi, mais c'est ça, à 14 ans, tes moyens s'arrêtent vite, si je peux dire. Exact. Une fois que tu es confronté à quelque chose. Yes, bien, c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Dites-nous ce que vous en pensez, les Distordus. Que pensez-vous de l'histoire de Andrew Gosden? Est-ce que vous la connaissiez déjà? Fort probablement oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de nos théories à nous? Est-ce que ça fait du sens? Dites-nous-le, on veut tout savoir. Vous savez où nous trouver. On est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur Patreon, bien évidemment, où on va d'ailleurs présenter un after show après celui-là, qui est carrément un peu comme un épisode bonus, dans le fond, là, nos after shows. Au début, on discutait dans un podcast non scripté et tout ça, et puis finalement, on fait full de recherche. Donc profitez-en. L'after show, on va parler de la disparition de la jeune Morgane, disparue un peu dans des circonstances similaires, après une rencontre sur Snapchat en France en 2024. Et elle a été retrouvée, c'est ça qui est crazy ici, grâce aux technologies. Wow. Donc, c'est toute une histoire. On se donne rendez-vous sur Patreon tout de suite après l'épisode pour écouter ça. Et justement, parlant de nos chers membres, Seb, c'est le moment des shout-outs. Je te laisse commencer. Oh oui, je donne beaucoup d'amour à Julie Mi, à Kenny L, Milera, Roxane A et Caroline P. Beaucoup d'amour à Gabriel G, à Sacamarde, à Magali B, à Andréane et à l'énigmatique Betty. Je poursuis un gros high five à Bruce P, Stéphanie, Nadine B, José V et Lauriane L. Un bon câlin à Chloé L, à Dani L, à Béa, à Alexandre Fortin et Josie L. Et je conclus en remerciant nos actionnaires Maxime B, Nadia S, Pascal Le F, Sabrina A et la mystérieuse Geneviève. Merci à vous, les amis. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Avec l'ère numérique, tout est possible. Et souhaitons que la technologie permette un jour de retrouver Andrew. J'y crois. Moi aussi.